Dans cet épisode du podcast AWS en français, nous parlons de deux services importants maintenant disponibles sur la région de Paris, de la création automatique de pipelines de déploiement avec le CDK ou avec SAM. Nous allons parler de ces deux classiques qui prend sa retraite après 15 ans de bons et loyaux services, de Lambda pour autoriser des appels d'API sur GraphQL et de Amplify qui s'intègre désormais avec Amazon Location Service. Le podcast AWS en français, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue, le podcast AWS en français ne prend pas de vacances, on continue de vous parler d'AWS avec tantôt des retours d'expérience de clients et de partenaires comme la semaine passée, la semaine prochaine d'ailleurs, et puis une fois sur deux, les nouveautés des 2 dernières semaines, les nouveautés de ce mois de juillet 2021, si la météo n'est pas nécessairement bonne en Europe, AWS ne s'arrête pas et continue d'améliorer les services, de sortir de nouvelles fonctions, de nouveaux services, et c'est de ça que nous allons parler dans cet épisode en un quart d'heure chrono. Alors, les news que j'ai épinglées pour vous cette semaine, la première, ce sont 2 nouveaux services assez importants, surtout pour les entreprises, qui sont enfin disponibles sur la région EU Ouest 3, c'est le petit nom de la région de Paris. Ces 2 services, c'est AWS Single Sign-On, SSO, qui vous permet d'authentifier les personnes qui ont accès à la console ou à la ligne de commande AWS à partir d'un répertoire d'identité qui n'est pas nécessairement IAM ou qui n'est pas nécessairement celui d'AWS. En clair, vous pouvez vous authentifier sur votre Active Directory on-prem ou dans le cloud avec un Azure Active Directory par exemple, ou encore avec un Okta ou un Ping, et puis être redirigé sur la console et recevoir ainsi vos autorisations pour travailler sur la console. Donc plutôt pour les grandes entreprises, mais extrêmement utile quand on a déjà des centaines, voire des milliers de personnes enregistrées dans votre Active Directory. L'autre service qui arrive sur la région de Paris, c'est AWS Control Tower. Control Tower, de nouveau, c'est plutôt pour les grandes entreprises qui ont plusieurs comptes AWS. Et ça permet de gérer ces comptes AWS en installant dans chacun de ces comptes ce qu'on appelle une landing zone. Une landing zone, c'est une préconfiguration spécifique à un compte. Pensez aux réglages de sécurité, pensez à des réglages réseau par exemple pour s'interconnecter avec Direct Connect ou une Transit Gateway quelque part d'autre. Pensez aux réglages de base pour activer CloudTrail, pour avoir un réseau dédié pour les logs, un stockage dédié pour les logs dans un autre compte, etc. Tous ces réglages de sécurité qui sont, ou de configuration d'infrastructure qui sont communs à tous vos comptes et vous souhaitez les appliquer automatiquement dès qu'un compte rejoint votre organisation. Donc ça travaille avec AWS Organisation. Et Control Tower vous donne de la visibilité sur tout ça et vous permet de contrôler comment vous allez configurer vos comptes. Donc AWS Single Sign-On et AWS Control Tower sont maintenant disponibles dans la région de Paris. Quelques nouvelles pour les développeurs qui font de l'intégration continue, du déploiement continu, du CI/CD comme on dit en franglais, avec la possibilité de créer des pipelines beaucoup plus facilement qu'avant, puisque 2 services incluent maintenant le support des pipelines. Le premier c'est SAM, Serverless Application Model. Vous savez, c'est ce service qui vous permet de définir une application serverless à partir d'un fichier YAML en définissant les ressources dont votre application a besoin, évidemment les fonctions lambda, mais aussi des API Gateway ou des tables DynamoDB ou des permissions, etc. Et puis il déploie ça pour vous. Et bien maintenant SAM s'intègre avec des pipelines, donc vous pouvez utiliser la ligne de commande SAM pour créer des pipelines de déploiement continu avec plusieurs stages, par exemple sur un compte de test, sur un compte de pré-prod, sur un compte de prod, etc. Même chose avec le CDK, le Cloud Development Kit, qui vous permet de définir votre infrastructure en utilisant des langages de programmation haut niveau comme Java, TypeScript ou Python par exemple. Il était possible évidemment de créer des pipelines d'intégration continue avec le CDK avant, mais maintenant nous avons fourni des constructs. Des constructs, ce sont des classes de plus haut niveau, des constructions de plus haut niveau. Celle-ci est un peu opinionated, comme on dit en anglais. Elle vous amène dans une certaine direction qu'on pense être les meilleures pratiques en matière de mise en place de pipeline pour déployer de l'infrastructure. Mais il y a donc maintenant une construct pipeline, CDK pipeline, qui vous permet de déployer de l'infrastructure avec plusieurs stages, de nouveau sur plusieurs comptes si c'est nécessaire. Il y a un long blog post qui explique comment ça marche, c'est assez facile à comprendre. Il y a de bons exemples, des screenshots, des exemples du code, et vous retrouvez le lien vers le blog post et toutes les autres choses dont je parle dans ce podcast, évidemment, dans les notes textuelles dans votre application de podcast. Donc, pipelines pour le CDK, Cloud Development Kit, et pour SAM, Serverless Application Model.
vous développez des API, vous utilisez peut-être AppSync, un serveur managé pour vos API GraphQL. Jusqu'à présent, AppSync permettait l'authentification, l'autorisation via des API keys, via Cognito User Pool, via OpenID Connect ou via des Secret Key d'Access Manager, d'Identity and Access Manager, IAM. Depuis ce mois de juillet 2021, nous rajoutons également dans AppSync la possibilité d'autoriser les requêtes avec une fonction lambda, c'est-à-dire de faire du custom authentication. S'il n'y a pas d'identifiant dans la requête qui arrive, vous pouvez configurer AppSync pour appeler une fonction lambda qui va recevoir tous les headers de la requête, qui va pouvoir prendre sa décision d'authentification et renvoyer un oui ou un non à AppSync qui laissera ou non passer la requête en fonction de ce que vous avez répondu. C'est très utile si vous intégrez des systèmes d'autorisation d'identité un peu différents ou non standards, non reconnus en tout cas par AppSync. Ça vous permet d'écrire les quelques lignes de code dont vous avez besoin pour vérifier les tokens. Je parlais récemment sur un réseau social avec un client qui me disait tiens, moi j'ai un use case un peu bizarre où j'ai 2 user pools, il y a 2 authentifications et je dois vérifier que les 2 tokens soient corrects. Est-ce que je peux faire ça? Oui, justement, avec une fonction lambda, on peut s'arranger pour que le client envoie les 2 tokens et la fonction lambda vérifie les 2 avant de retourner sa décision. Donc ça, c'est un des cas d'utilisation. Il y en a certainement d'autres. Si vous faites du GraphQL, retenez que maintenant que vous pouvez avoir de l'autorisation custom avec AWS Lambda. Tiens, tant qu'on parle aux développeurs, vous utilisez peut-être Amplify pour créer votre back-end et l'intégrer dans vos applications web ou vos applications mobiles. Amplify vient de lancer en Developer Preview, donc c'est pas encore finalisé, c'est une espèce de bêta pour collecter votre feedback. L'intégration avec Amazon Location Service, vous savez, c'est ce service entièrement géré qui a été lancé à reInvent 2020, qui vous permet d'introduire des fonctions géographiques dans vos applications, par exemple afficher des cartes avec différents providers, mais aussi suivre des objets ou recevoir des alertes quand un objet quitte une zone donnée, mais aussi avoir la route entre 2 points, donc savoir comment aller du point A au point B. Amazon Location Service est entièrement géré et tourne dans votre compte AWS, donc contrairement à d'autres services de géolocalisation, vous ne devez pas envoyer les données de votre client à un tiers, mais tous ces traitements et ces données restent dans la sécurité de votre compte AWS, dans la région où vous avez choisi de traiter ces données-là. Jusqu'à présent, si vous vouliez intégrer Amazon Location Service, il y a un SDK, vous pouviez le faire manuellement dans vos applications, mais sachez maintenant que si vous utilisez Amplify, vous avez une nouvelle catégorie dans Amplify qui s'appelle Amplify Geo, qui facilite tout ça. Pour le moment, en Developer Preview, uniquement disponible en JavaScript, TypeScript, donc plutôt pour les applications web React, mais nous travaillons évidemment sur l'intégration native pour iOS, Swift et Android avec Java et Kotlin. Amplify, une nouvelle catégorie qui s'appelle Amplify Geo. Enfin, dernière nouvelle de la semaine, AWS va mettre à la retraite un service et ça n'arrive pas très souvent, donc ça vaut la peine qu'on en parle. EC2 Classic va prendre sa retraite. Alors c'est quoi EC2 Classic ? Peut-être vous n'en avez jamais entendu parler si vous avez un compte qui a été créé après 2013, un compte AWS créé après 2013. Vous n'avez même jamais vu AWS EC2 Classic. Mais sachez qu'au début, quand vous lanciez une instance EC2, au début d'AWS, il y a 15 ans, cette instance était sur un grand réseau partagé par tous les clients dans la région. Il n'y avait pas moyen de créer un réseau isolé, privé, juste pour vous, comme c'est le cas maintenant avec les VPC. Et plusieurs services ont été construits au-dessus de ces deux classiques, comme les Classic Load Balancer, comme les premiers clusters Redshift, comme Elastic Cache par exemple. Et donc si vous avez un compte qui date d'avant décembre 2013, il est possible que vous ayez des instances EC2 qui tournent sur ce réseau public, ce qu'on appelle maintenant EC2 classique. Tous les comptes créés depuis 2013 voient le VPC ou un VPC par défaut, et que vous lancez des instances, elles tournent maintenant dans un VPC. Vous n'avez plus le choix de pouvoir les lancer soit sur le réseau public, soit dans un VPC. Donc ça ne concerne que les comptes qui ont été créés avant 2013, donc qui ont plus de 8 ans. Et il se trouve qu'on a encore des clients qui ont des instances aujourd'hui ou des services construits sur ce type d'instances EC2 classiques. Sachez que nous allons arrêter EC2 classique. On va le faire le lancement. D'abord, on va désactiver EC2 classique pour les comptes qui y ont accès à partir du mois d'octobre, le
30 octobre 2021 pour être précis. Donc à partir de ce moment-là, si votre compte y a accès, vous ne pourrez plus lancer de ressources. Et à partir du 15 août l'année prochaine, c'est-à-dire dans un an à peu près, on va arrêter les dernières ressources EC2 classiques. Donc vous devez migrer. Alors migrer, ça veut dire quoi ? Au plus simple, c'est relancer la même EMI, la même configuration dans un VPC. Ça, c'est le cas relativement facile. Maintenant, il peut évidemment y avoir des cas un peu plus compliqués. Vous avez une adresse IP élastique, par exemple, qui est associée dans un record DNS. Ces adresses IP, elles ne sont pas les mêmes dans le réseau public et dans les VPC, donc vous allez devoir changer l'adresse IP élastique. Ou alors, peut-être, vous avez lancé des services qui, sans le savoir, utilisent EC2 classique également. Par exemple, des classic load balancers, les premiers clusters Redshift ou les premiers environnements Elastic Beanstalk, des clusters EMR, des clusters Elastic Cache par exemple. Peut-être vous avez des reserve instances ou des spot requests ou de la réservation de capacité sur EC2 classique. Et donc tout cela demandera une migration proactive de votre part. Mon collègue Jeff Barr a publié un post relativement long et détaillé à ce sujet-là. Retrouvez-le dans les notes de ce podcast. On vous explique comment vous allez pouvoir migrer vos instances EC2 classiques vers du EC2 VPC. Voilà, si vous n'avez jamais entendu parler d'EC2 classique, probablement vous n'avez rien à faire. Si vous avez commencé à utiliser le cloud après 2013, vous n'avez rien à faire. Ici, je parle vraiment aux clients des 7-8 premières années d'AWS, ceux qui ont créé un compte entre 2006 et 2013, où vous pourriez encore avoir des instances EC2 classiques. J'ai reçu un mail pour mon compte perso d'ailleurs qui me disait votre compte y a accès, on va le désactiver à partir du mois d'octobre, mais il n'y a aucune ressource qui utilise EC2 classique. Donc le mail que vous allez recevoir est assez explicite également. C'est rare qu'AWS déprécie une technologie, arrête une technologie. Évidemment, ici, il y a un plan de migration. Ça fait 8 ans que les nouveaux clients ne peuvent pas créer des instances EC2 classiques. Donc ça concerne vraiment une minorité, mais ça va nous permettre d'aller de l'avant et de focuser nos efforts sur VPC et les instances EC2 que vous connaissez dans les réseaux Virtual Private Cloud. Voilà, c'était les news de cette semaine pour aujourd'hui, vendredi 6 août 2021. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, parce que le podcast AWS ne prend pas de vacances. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'interviewer Privoni. Privoni, c'est une start-up française qui développe des outils de sécurité pour gérer la sécurité et la privacy de vos données personnelles dans le cloud. Ça sera vendredi prochain, même endroit, même heure. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.